Je vais maintenant, pour ne pas perdre trop de temps et en espérant bien sûr pouvoir l'entendre jusqu'au bout, passer la parole à Chloé Ariot, qui est conservateur du patrimoine au Musée Rodin et qui donc va conclure cette matinée par une communication consacrée à la Tour du Travail, celle qu'on ne peut pas voir en ce moment parce que le musée de Meudon est temporairement non accessible aux visiteurs individuels, mais que nous aimons tous beaucoup. À vous, Chloé, donc responsable des sculptures au Musée Rodin. Je vous remercie. Je vous propose donc que nous nous intéressions désormais sur la question de la non-représentation des travailleurs dans la Tour du Travail d'Auguste Rodin. Je voudrais commencer par remercier les organisatrices de la journée d'études de m'avoir conviée, et je voudrais insister aussi sur l'importance qu'a joué pour moi l'importance qu'a eu pour moi cette exposition et la commande d'un texte sur la Tour du Travail, puisque grâce aux deux commissaires, cela a été une occasion pour le musée de se pencher sur ce projet de monument qui finalement est encore assez peu connu et surtout avait été très peu étudié par le musée. Jusque-là, on comptait principalement deux études un peu longues. D'une part, un article assez long d'une historienne de l'art allemande du nom de Renate Liebenwein-Kremer, qui, en 1980, proposait une analyse de ce projet dans la lignée de l'architecture utopique. Et par ailleurs, un mémoire de Master 1 par Guillaume Raymond, sous la direction de Claire Barbillon, soutenu en 2013. Le titre de ce master était « La Tour du Travail d'Auguste Rodin, de la glorification d'une population à l'autopromotion ». Et je trouve qu'il est tout à fait révélateur des spécificités de ce monument en comparaison des autres monuments dont nous avons pu parler ce matin. En effet, nous allons voir que la Tour du Travail d'Auguste Rodin est relativement à part dans ces monuments. Ça a déjà été dit d'une certaine manière à plusieurs reprises ce matin. Elle paraît également tout à fait à part à première vue dans la production de l'artiste. En effet, contrairement à un Meunier ou à un Dalou, Rodin n'a à première vue absolument rien d'un sculpteur du travail. Et il faut d'ailleurs noter d'emblée que l'idée de ce monument, en réalité, n'émane pas de Rodin en personne, mais d'Armand Daillot, inspecteur des beaux-arts aux sympathies socialistes assez évidentes. Dans un premier temps, nous reviendrons donc sur la genèse assez particulière de ce monument et le contexte qui accompagne l'élaboration du projet sur plusieurs années, ce qui nous permettra de comprendre le programme iconographique annoncé qui, au départ, paraît très ambitieux quant à la représentation des travailleurs dans toute leur étendue, comme cela a déjà été dit plusieurs fois ce matin, pour constater finalement que sur la maquette que nous conservons aujourd'hui et qui est le seul état abouti de ce projet et que vous avez sous les yeux, on constate au contraire que les travailleurs, en fait, sont presque inexistants de cette maquette. Très rapidement, pour vous la décrire, vous voyez que la maquette se compose d'une colonne qui aurait été recouverte de relief, enserrée dans une tour qui aurait permis de faire le tour de la colonne, justement. La colonne est posée sous un soubassement quadrangulaire qui matérialise ce qui aurait été une crypte. Et enfin, à l'entrée du monument, vous avez les figures du jour et de la nuit et au couronnement les bénédictions. Comme je vous le disais donc à l'instant, c'est Armand Daillot qui lance en mars 1898 un appel à élever pour l'exposition universelle de 1900, je cite, un monument d'art à la glorification du travail humain. Pour lui, il s'agit de faire une anticolonne Vendôme. Il trouve que les seuls monuments parisiens vraiment importants sont des monuments à la guerre et il trouve qu'il faut faire un monument beaucoup plus positif sur le genre humain et donc il propose ce monument au travail dont les bas-reliefs montreraient le travail dans toute son étendue. Et, je cite à nouveau, il l'imagine couronné de la sainte et forte figure du travail, telle que pourrait la rêver le grand Constantin Meunier dans son ardent amour pour la laborieuse humanité. Donc, vous voyez des accents très lyriques à ce projet. Cet appel est publié sous la forme d'une lettre ouverte au sculpteur Jules Desbois.
Jules Desbois est très enthousiaste, mais quant à lui, il souhaite fédérer autour de ce projet tous les grands sculpteurs du temps pour faire une œuvre collective. Il répond donc à Daillot par voie de presse et il espère pouvoir fédérer le travail de Rodin, Dalou, Falguière, Injalbert, Baffier, Meunier, Carpentier, Rivière et aussi Claudel, qui, je cite, symboliserait admirablement, j'en suis convaincue, le travail de la femme. On conserve les témoignages de plusieurs de ces artistes au travers d'entretiens réalisés par Philippe Dubois, qui est journaliste à l'Aurore, journal que vous connaissez tous pour la publication de J'accuse, et dont vous savez qu'il est donc un journal républicain socialiste qui, avec cette série d'entretiens, prend clairement position en faveur de ce projet. Si Dalou refuse, et il explique noir sur blanc qu'il a déjà son propre projet et qu'il souhaite donc s'y concentrer, Rodin se montre l'un des plus enthousiastes, un contraste entre les deux frères ennemis qui est d'autant plus fort que le journaliste a habilement publié leurs entretiens dans un seul et même article, alors que les autres artistes ont droit à des interviews, si vous voulez, séparées. En réalité, on constate rapidement que Rodin s'est en quelque sorte complètement approprié le projet. Et dès le mois de septembre, dans l'Écho de Paris, le journaliste Gabriel Mouret publie un très long article sur le projet qui est devenu uniquement le projet de Rodin. On sait en effet que grâce aux factures du mouleur de Rodin, qu'il s'est rapidement mis au travail puisque deux paiements relatifs à ce projet sont visibles en mai puis en octobre-novembre de cette année. Une première illustration paraît dans la presse en avril 1899 sous le titre « La tour du travail inédite, projet pour l'exposition universelle ». Alors je suis désolée parce que je n'ai pas de photographie de cet article de presse, mais cette gravure parue dans la presse reprend en réalité le premier état connu de la tour, qui est un modèle en terre crue, dont vous avez ici une photographie sous les yeux prise dans l'atelier de Rodin au dépôt des marbres. Daillot, qui était conscient qu'il y avait peu de temps disponible entre son appel de 98 et l'exposition universelle de 1900, avait souhaité en effet voir au moins une maquette édifiée en 1900. Finalement, ce n'est pas dans le cadre officiel de l'exposition universelle de 1900, mais dans celui de son exposition personnelle qu'il organise au pavillon de l'Alma à ce moment-là que Rodin présente sa maquette. Donc vous voyez définitivement, c'est la présentation d'un projet personnel. Il faut ensuite attendre 1903 pour retrouver trace de ce projet dans nos archives. On sait que la maquette est envoyée à cette date aux États-Unis pour exposition. Et surtout, on commence à avoir plusieurs clichés pris par Jacques-Ernest Bulloz, qui vient d'être embauché par Rodin. Donc, les photos ne peuvent pas être antérieures à 1903, où l'on voit, vous en avez deux exemples, la maquette qui est visible dans son atelier de Meudon. Pourtant, c'est en 1906, donc vous voyez, on est plusieurs années après 98, que les sources sont les plus nombreuses, à la fois des articles, des traces dans la correspondance de Rodin et surtout de nombreuses photographies. De nouveau, une photographie de Bulloz prise dans l'atelier en 1906. Et c'est d'ailleurs cette année-là qu'un architecte, Paul-Henri Nénaud, est associé au projet. On constate en effet que la catastrophe de la mine de Courrières, dont on a rapidement parlé ce matin, semble relancer le projet. Pour mémoire, cette catastrophe est survenue le 10 mars 1906. Un coup de grisou a provoqué la mort de plus de 1000 mineurs et en a blessé 700 autres. L'émotion est évidemment très vive et alors que les recherches des corps sont arrêtées extrêmement tôt, Clémenceau, tout juste entré dans ses fonctions de président du Conseil, envoie la troupe pour mater les mineurs grévistes qui manifestaient une colère bien légitime après ce drame. L'événement après ce drame vraiment catastrophique, l'événement marquant est que le 30 mars, soit 24 jours après la catastrophe, 13 mineurs rescapés réussissent à sortir du puits, ce qui est vraiment considéré à juste titre comme un miracle. 2 de ces mineurs sont décorés par le gouvernement. Et en réalité, c'est à la suite de cette décoration que l'écrivain et critique Paul Adam, qui connaît la maquette de la Tour du Travail pour l'avoir vue à Meudon et qui apparemment apprécie beaucoup le projet, donc Paul Adam lance un appel dans la presse que je cite « Depuis longtemps, M. Rodin parfait la maquette d'un monument au travail. L'heure ne sonne-t-elle pas de dresser ce symbole du génie laborieux sur le tombeau des 1000 ?» Donc vous voyez une prise de position très nette pour que ce monument au travail devienne en quelque sorte un monument à la défense des ouvriers.
Quelques jours plus tard, nous sommes en avril, donc peu après le drame, Armand Daillot publie une sorte de riposte. Donc, il se réjouit que le projet de monument au travail de Rodin refasse surface. Pourtant, il souhaite rappeler son idée initiale d'élever un monument à la gloire du travail de l'homme en général et non exclusivement de l'ouvrier. Et il écrit que ce monument, la forme de ce monument n'est plus à définir puisque Rodin l'a trouvé. Ce débat donc, est extrêmement important pour saisir la nature du projet et rappelle donc ce que vous disiez, Claire, en introduction, la tension entre défense des ouvriers, enfin, défense des travailleurs, et dans l'idée de Paul Adam, donc l'ouvrier serait devenu une métonymie du travailleur, d'une part, et glorification du travail, la position de Daillot, qui est une vision, on va dire, aux accents plus socialistes et républicains du travail émancipateur. Et j'en laisse la conclusion à un article anonyme paru en septembre 1907 au sujet de la tour du travail de Rodin. Donc l'anonyme écrit « Tous les ouvriers iront la voir, donc la tour une fois qu'elle sera édifiée, tous les ouvriers qui ne travailleront pas, bien entendu. » Donc, ce qui est certain, c'est que le programme iconographique annoncé concerne tous les types de travail et de travailleurs. C'est d'ailleurs à Armand Daillot de nouveau qu'on doit ce programme initial, puisque dans sa lettre ouverte de mars 98, il en fixe les grandes règles. Il souhaite y voir autant l'homme des mines que les philosophes et les savants. Je le cite, « Dans la spirale des bas-reliefs qui se déroulerait du piédestal au sommet, apparaîtrait, tantôt sous la forme de figures historiques, tantôt sous la forme d'obscures collectivités massées pour l'accomplissement de l'œuvre éternelle, l'immense effort du siècle qui finit. » Rodin fait assez rapidement sien ce programme, et voici ce qu'il explique donc à Gabriel Mouret dans l'article dont je parlais tout à l'heure de septembre 1898. Dans ces chambres, alors comprendre par chambre la crypte qu'il imagine au sous-sol, dans ces chambres, donc, le travail du sous-sol terrestre ou celui de la mer serait glorifié. Le travail des mineurs, des chercheurs d'or, des scaphandriers, etc. Les métiers ordinaires seraient représentés les premiers. Puis, au fur et à mesure qu'on s'élèverait, ce seraient ceux qui touchent à l'intelligence, au savoir, l'optique, l'astronomie, la littérature, les arts, les sciences. Enfin, couronnant la colonne du travail, se dresserait triomphant un groupe allégorique qu'on apercevrait du dehors et irait avec l'architecture, soit la statue du travail et celle d'Apollon, soit le travail le jour et la nuit. En réalité, la forme même du monument doit faire honneur à ce programme. Comme je vous le disais, la structure de la tour du travail, c'est une colonne enserrée dans une tour ajourée de larges baies, que tout le monde décrit comme la colonne Trajane dans la tour de Pise. Pourquoi la colonne Trajane ? Puisque de même que Daillot parlait de la colonne Vendôme, ces deux colonnes sont l'image même de la colonne entourée de reliefs, qui donc va permettre de dérouler de la meilleure manière l'ensemble de la représentation des travailleurs. Mais Rodin écrit « Une colonne comme la colonne Trajane ou la colonne Vendôme a pour elle la noblesse et la beauté de l'ensemble. Mais qui n'a donc jamais vu les bas-reliefs qui s'enroulent autour d'elle ?» Dont son idée d'avoir un cheminement autour de la tour, dont il dit explicitement qu'il veut lui donner la forme de la tour de Pise, puisque vous voyez la progression du cheminement accompagne la colonne, et donc on a des baies qui sont étagées en quelque sorte en diagonale, ce qui effectivement évoque la tour de Pise. Et c'est très net sur cette photographie de la première maquette. Ce dispositif lui permettra ni plus ni moins d'éclairer les reliefs à la manière de ceux du Parthénon. Puisqu'il écrit à Gabriel Mouret dans une lettre, les bas-reliefs seront de la grandeur des Parthénons et éclairés de même. On peut d'ailleurs noter que la conjugaison de la colonne Trajane et du Parthénon revient à se référer aux deux exemples antiques principaux en ce qui concerne les reliefs, comme l'a très bien montré Claire Barbillon dans son étude sur les reliefs au XIXe siècle. Et donc, ça souligne a priori l'importance que ceux-ci auront dans le monument. Les reliefs ne seront pas le seul lieu de l'iconographie du travail dans ce projet. Il est notamment prévu d'avoir des cariatides corbeaux, alors qui finalement n'ont jamais existé que sous cette forme dessinée, et qui sont censés synthétiser les métiers entre les reliefs. Et puis, en 1906, on apprend qu'est désormais prévu au couronnement un entablement en marbre blanc orné d'outils, d'instruments, de symboles des différents métiers. Mais ce sont bien sur les reliefs que doivent être représentés les travailleurs, qui est vraiment le thème que je souhaitais traiter aujourd'hui, en costume contemporain, d'après plusieurs sources.
L'inscription qui est gravée sur la maquette conservée dans nos collections ne dit pas autre chose, mais en plus résumé, vous avez donc une photographie ici de cette inscription que je vous lis. Projet d'un monument au travail, dans la crypte, les mineurs, les scaphandriers. Autour de la porte, le jour et la nuit, et autour de la colonne et les métiers, les maçons, charpentiers, forgerons, menuisiers, potiers, etc., etc. En costume de l'époque, en haut, les bénédictions viennent du ciel. On a essayé de rappeler la ruche et le phare. Le etc., un peu hâtif, qu'on pourrait tout à fait comprendre dans le cadre d'une maquette et donc d'un projet, n'a, je pense, cependant rien d'anodin, car c'est ce que nous allons voir maintenant de ce programme très ambitieux quant à la représentation des travailleurs. Peu de travailleurs virent effectivement le jour dans l'atelier de l'artiste et d'une manière tellement sommaire qu'on peut parler, à mon avis, d'une non-représentation des travailleurs. Nous allons commencer à ce propos par 4 études d'arcade et de relief pour la crypte de la Tour, que l'on peut dater entre 1898 et 1903, qui ont été restaurées, nettoyées, et j'en suis très contente, pour l'exposition du musée Camille Claudel, où ils sont exposés pour la première fois au public. Donc, je vous invite vraiment à aller les voir dans le cadre de cette exposition. C'était aussi le moyen de représenter la tour, puisque malheureusement, il était absolument impossible de déplacer la tour du travail de Meudon. Une radiographie a confirmé qu'elle était vraiment trop fragile pour subir tout déplacement, malheureusement. Les inscriptions que vous voyez sur ces reliefs, donc bas-relief intérieur de la crypte mineur scaphandrier, vous avez la même chose ici, ne laissent aucun doute sur la destination de ces études. Par ailleurs, les reliefs sont tout à fait à l'échelle du soubassement quadrangulaire que vous avez ici et qui matérialise la crypte dans la maquette. Et enfin, l'un de ces reliefs reprend mot pour mot l'inscription de la maquette, inscription qui est ici regravée. Et je dois dire qu'il faut ces indications pour déchiffrer les 2 scènes que l'on devine sur ce relief, puisqu'il me semble bien qu'on devine plus qu'on ne reconnaît les mineurs. Alors, vous voyez ici, les mineurs sont là. On distingue vaguement des chariots, ils sont à genoux. On a ici manifestement un bateau avec des personnages et donc très certainement les scaphandriers, entendre les plongeurs. Vous voyez, les figures sont nues, très schématiques, et les positions sont encore plus schématiques. Voici comment Rodin a procédé sur une étude d'arcade préalablement réalisée et moulée, donc à la bonne échelle. Vous voyez qu'il a fait poser une planche de bois sur laquelle il a modelé librement son projet de relief en pâte à modeler. Donc, ce relief est aujourd'hui très lacunaire, mais on sent bien qu'il s'agit du modèle des autres reliefs que vous avez sous les yeux. Ce relief en pâte à modeler est moulé et nous conservons toujours le moule aujourd'hui dans nos collections. Et de ce moule, on peut donc tirer une espèce comme une phrase musicale en quelque sorte. On peut tirer ce relief qui peut être appliqué et multiplié, puisque vous voyez ici qu'on a les mineurs, puis les scaphandriers, puis de nouveau les mineurs. Donc, Rodin peut multiplier son relief sur le support qu'il choisit. Et en fait, on se rend compte que pour concevoir le couronnement de son monument, dont, comme je vous l'ai expliqué, il est censé normalement être dédié au métier intellectuel, on voit que Rodin isole donc une petite phrase de son relief des mineurs et des scaphandriers et qu'il le pose à l'aplomb du monument. Et aujourd'hui, ça donne ça. Ce relief est répété 2 fois et demi autour du couronnement. Donc, vous voyez, on retrouve toujours ces mêmes personnages et je vous ai remis ici pour mémoire l'une des études. Donc, vous voyez bien qu'en plaçant ce relief des mineurs et des scaphandriers au couronnement du monument, on est très, très loin de l'évolution des métiers telle qu'elle a été annoncée. Autour du fût de la colonne, c'est exactement la même chose. Toutes les figures sont sont nues et très schématiques. Les attributs sont réduits au strict minimum. On peut identifier 6 scènes qui se répètent en boucle autour de la colonne et qui mettent en scène de manière schématique. Excusez-moi d'insister sur cette idée de schématique, mais vraiment, c'est celle qui décrit parfaitement ce qu'on a sous les yeux. Et on retrouve finalement 3 corps de métier. Les paysans, vous voyez qu'on a plusieurs scènes agricoles, donc une scène de cueillette. Là aussi, une scène de cueillette avec un homme qui a un panier sur... Enfin, un homme, oui, si c'est un homme, un panier sur la tête. Ici, probablement une scène agricole, puisqu'elle est entre 2 scènes agricoles, mais vous conviendrez qu'elle est quand même très,
sommaire et difficilement compréhensible. Et ici, une scène de semaille avec en arrière-plan la tête d'un bœuf. Après les paysans, on a une scène de charpentier. Vous voyez des hommes qui sont en train de porter des poutres. Et enfin, une scène de forge où vous voyez bien ici donc, des forgerons en train de battre le métal et la grande roue de l'atelier qui est derrière. Donc, alors qu'on a avancé qu'il y aurait une représentation du travail dans toute son étendue, finalement, Rodin revient à ces mêmes métiers qu'on trouve tout le temps partout, les mineurs, les paysans, les forgerons. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'indétermination totale de la représentation du travailleur sur ce monument. Il était resté à l'état de maquette. Donc évidemment, on ne peut pas préjuger de de l'aspect qu'aurait eu le monument dans sa version finale. Par ailleurs, malgré le hold-up, pardon pour l'expression apparent de l'artiste sur le projet, Rodin semble quand même avoir gardé en tête que ce serait un projet collectif. Il ne s'agit pas du tout de travailler avec ses pairs comme cela avait été proposé par Desbois, mais plutôt de fédérer autour de lui de jeunes sculpteurs. Dans cette idée, les reliefs auraient été pris en charge par d'autres artistes, tandis que Rodin se serait réservé le couronnement, les bénédictions. Et je vous cite une lettre d'Armand Daillot qui lui écrit en 1907 « Quel triomphe pour vous, mon cher ami, lorsque sous la forme de vos deux admirables figures ailées, votre génie rayonnera du haut de cette tour conçue par vous et où se résumeront aussi tous les efforts de la jeune école de sculpture contemporaine, efforts mesurés et coordonnés par vous. » Donc vous voyez, c'est finalement plus les conditions de réalisation même de ce monument qui auraient été significatives quant à la représentation du travail, celle de l'effort collectif dont Rodin aurait été le maître et la mesure. Ceci correspond à la vision très fantasmée que Rodin se fait du chantier médiéval des cathédrales, et vous voyez qu'il n'hésite pas à poser dans un espèce de costume franciscain à côté de sa tour dans l'atelier. Cela correspond aussi à l'idée à quelque chose sur lequel Rodin revient souvent, l'anonymat des artistes du Moyen-Âge, ce qui, vous en conviendrez, est assez paradoxal de la part d'un artiste comme Rodin. En tout cas, la comparaison entre la tour et les cathédrales, dans l'esprit de Rodin, ne fait pas mystère du tout à l'époque. Elle est très clairement exprimée dans certains journaux. Et Rodin dit à un journaliste « Le Moyen-Âge avait ses cathédrales, elles exprimaient l'âme collective de la foule et leurs pierres étaient comme les mots d'un cantique, cherchant les élans de la foi populaire, les mouvements de sa charité, les extases de son espérance. À présent, le peuple ne croit plus guère qu'au travail, il n'attend rien que de lui, et les institutions philanthropiques en sont encore tributaires. J'ai donc songé à exprimer cette conscience unanime dans une œuvre qui fut à la fois architecturale et sculpturale. » Donc finalement, je pense vraiment qu'il ne s'agit, j'espère vous l'avoir montré, qu'il ne s'agit pas de représenter concrètement les travailleurs dans l'esprit de Rodin. Finalement, ce n'est pas vraiment ça qui compte, mais de figurer l'idée abstraite du travail. La forme du monument doit en attester. Le mouvement en spirale imprimé par le chemin ascendant le long de la tour se poursuit dans le positionnement des ailes des bénédictions qui couronnent la maquette et évoquent une hélice sans fin. Et cette image de l'hélice sans fin, pour Rodin, c'est l'image très claire, je cite, du progrès infini des sens, qui est comme une sorte de spirale, une sorte d'hélice. Alors sachez que dans la presse, pour certains, cela a été comparé à la forme d'un tire-bouchon, ce qui n'est pas une comparaison très gentille, vous en conviendrez. En 1906, émerge l'idée d'inclure la porte de l'enfer à l'entrée de la crypte. Et donc, vous voyez bien que l'idée de mettre la porte de l'enfer à l'entrée de cette crypte qui doit représenter les travailleurs souterrains, on revient à l'idée de l'élévation de l'homme par le travail, mais de manière plus symbolique que réaliste. Et en 1907, dans ce qui me semble quand même une sorte de surenchère, et en réalité, il y a eu beaucoup de surenchères dans la conception de ce monument au fur et à mesure des années, il est même prévu d'installer au sommet un petit temple de marbre rose, je cite, comme une perpétuelle aurore. On a ici des projets dessinés de Paul-Henri Nénaud qui, à mon avis, sont à relier à ce travail, à cette réflexion sur le couronnement très décoratif qui est imaginé à ce moment-là. Pour conclure cette communication, je dirais que si ce monument avait été édifié, je pense que notre perception de l'œuvre de Rodin aurait sans doute été très différente, puisque vous conviendrez, je pense que
on n'associe pas forcément au travail de Rodin l'idée d'un petit temple de marbre rose qui serait venu couronner un monument. Et pourtant, ce projet, qui reste plastiquement à part dans sa production, rejoint nombre de ses préoccupations et de ses convictions propres sur l'importance du travail, et notamment du beau travail, ce qui est à ses yeux l'une des missions assignées à l'artiste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chloé. C'est tout à fait passionnant de visiter en quelque sorte de près ce monument qui n'existe pas et de regarder avec vous en détail ce que la maquette peut nous en dire. Et nous en sommes effectivement, ça restera mystérieux. Enfin, la part de mystère de cette tour du travail est quelque chose qui finalement subsiste quelles que soient les avancées de la connaissance de l'œuvre de Rodin, et c'en est tout à fait passionnant.